J'ai bien peur d'avoir été encore un peu faible. Et oui, encore une. Et là, contrairement à d'habitude, c'est la nostalgie qui a parlé. Il y a une série de vidéos qui sont consacrées aux voitures que j'ai eues avant la création de la chaîne. Et dans le lot, il y en a une. Et comme j'ai beaucoup aimé cette voiture, en fait, c'est l'une de mes préférées, je pense. Le prix était bon, la couleur me plaisait, c'était à côté. Enfin, je parle de ça au passé, mais là, en fait, je vais la chercher. Le vendeur a eu la gentillesse de bien vouloir m'accompagner pour tracter la bagnole jusqu'à chez moi, puisqu'évidemment, elle est en panne. Sinon, quel intérêt? Après cette prouesse en termes de mise au point image et son, nous voilà sur place, devant, vous l'aurez reconnu bien sûr, une 33. Je vous sens impressionné par son aspect bestial qui reflète d'ailleurs bien la monstruosité de sa fiche technique. Comme tout le reste, le badge sur le haillon est bien passé au soleil, mais on y devine sa version. 1 litre 3S. Pardon, je voulais dire 1 litre 3S. Voyez par vous-même l'excellent état de cette carrosserie et le sérieux des réparations quasiment invisibles. Du coup, t'as fait quel genre de travaux sur autour de la trappe? Blacksonné. Faut pas me demander ce que c'est. T'as pas ressoudé? Je sais pas du tout, c'est pas moi qui ai fait. D'accord. Ils ont fait au Blackson. Je sais pas trop ce que... Ouais. Voilà, c'est à refaire. Ah ouais? Ah, c'est pas du travail, ça. Mais ça, c'est très classique et malheureusement, il y a beaucoup de 33, je pense, qui sont partis à la casse pour ça. Hein. D'accord, ok. C'est qui a fait ça? J'y avais donné un soudeur sur Rumilly. Un soudeur qui fait du Mario Blackson, j'aime bien. Oh la vache. Ah, les pneus sont d'époque. Ah oui, 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 tout à fait. Voilà le fameux 1 litre 3, presque 1 litre 4. Et ce que je regarde ici concerne la panne qui a précipité sa vente. Plus d'embrayage et une belle fuite de liquide liée au circuit d'embrayage. Personnellement, j'y vois une simple défaillance de l'émetteur ou du récepteur, ou même des deux, mais le garage qui a fait le diagnostic opte pour une butée passée à travers le diaphragme. Comme il manque du liquide, ça a fui quoi. Bon bah voilà. A priori. On va voir si l'état de la mécanique compense l'état plutôt moyen du reste. T'as pas de contour dessus? Non. Celui-là, il faut tirer le fort. cap du starter, il est un peu grippé. Ouais, moi je sais que j'étais obligé. Moi, je pense qu'il est grippé dans la gaine, quoi. J'ai pas enregistré la discussion qui a suivi, mais concrètement, j'émettais de sérieux doutes sur l'état de santé du moteur qui était plutôt bancal, le tout de concert avec un claquement d'un poussoir hydraulique qu'elle n'a pas. Mais alors, bon, carrosserie pas fraîche, pneus pourris, mécanique à bout de souffle et panne d'embrayage. Qu'est-ce qu'il fait le Gugus là? Eh ben, il achète la voiture avec une timide remise de 100 € et il espère que son intérêt pour la voiture va suffire à le motiver à refaire tout au mieux pour sauver cet exemplaire d'un destin funeste. Et pour coller au reste du tableau, le crochet de remorquage est à 2 doigts de s'arracher. Ça tombe bien, aujourd'hui on n'en a pas besoin. Vous avez déjà vu l'équivalent automobile de marcher sur ses lacets? Maintenant, oui. Ouais, bah là, de toute façon, t'as pas d'assistance, hein, donc faut appuyer fort. Ouais, sans assistance au freinage, il s'est fait surprendre par la dureté de la pédale. Il n'y a plus qu'à espérer que le reste du trajet se passe plus calmement et non, on n'est absolument pas passé par un col qui mène à une route franchement délicate. Pour être totalement franc avec vous, je connais bien ce modèle et non, c'est pas une très bonne voiture. Mais son moteur justifie à lui seul de s'y intéresser et l'ensemble dégage un vrai charme italien difficile à expliquer quand on ne s'est pas mis au volant. Ça faisait quelques années que je regardais de temps en temps les annonces pour en retrouver une et celle-ci était juste à côté et sa couleur a fini de me convaincre de tenter le sauvetage. Une
fois arrivé à un parking qui n'est pas du tout en haut d'un col, j'ai décidé de retirer l'attelage pour tenter la descente par mes propres moyens. Vu la configuration de la descente, c'était préférable de le faire comme ça. Et bah ça l'a fait. Impeccable. Alors cette dernière balade en alpha, c'était bien? Ah écoute, c'est assez particulier hein. Quand t'es au dos de quelqu'un et que tu contrôles rien. Pour une fois là, ni trop consommé, ni surchauffé. Ah non, là il n'y a pas eu de problème. Comme Clara déplorait l'absence de Alfa Romeo sur la chaîne, j'ai corrigé le tir. Puisque ça sera la sienne en plus celle-ci. Donc voilà, quand elle rentrera, elle aura la surprise de trouver son nouveau jouet. Pas encore tout à fait fonctionnel, même si entre guillemets je l'ai conduit tour-tour. Mais bon, alors certains vont dire oui, elle est bleue EDF. Non messieurs, c'est une couleur typiquement Alfa Romeo des années 80. Il n'y en a pas eu tant que ça en France, hein, justement à cause à mon avis de l'assimilation avec EDF. Mais en Italie, ils en ont vendu quelques-unes dans cette couleur. Et je pense qu'avec un bon brillant, bien lustré, et puis sans les 2-3 zones voilà, suspectes, aux réparations douteuses, et je pense qu'elle peut être super sympa. J'aurais jamais voulu racheter une 33 dans une couleur non italienne, c'est-à-dire grise, noire ou autre. Il faut que ça pète. Donc elle est peut-être pas rouge pétant, justement comme la première, mais elle est bleue pétant. Et ça me va aussi. Bon point, elle a le même moteur que ma première 33. Je l'aime beaucoup. C'est un 1,3 litre. Donc c'est la plus petite cylindrée. En fait ça fait presque... Enfin c'est entre 1,3 litre et 1,4 litre. Ça fait 1351 cm3 je crois. Et il y a 2 carburateur double corps. 86 chevaux dans cette version. Une belle peinture. 86 chevaux, hargneux. C'est une caisse très sympa. Voilà, à l'intérieur, c'est des housses, hein, je vous rassure. Les sièges d'origine sont a priori en très bon état. Il y a les appuis-têtes qui sont dans le coffre pour l'arrière. Je ne savais même pas que c'était possible d'en avoir d'ailleurs pour la banquette. Je ne sais pas ce qui se cache sous le... Bon, ça a l'air pas mal. Bon, il faut dire que c'est pas un volant en cuir, donc ça a ses avantages aussi. Et puis pour le reste, on découvrira plus tard. Je vous montrerai ce qu'il en est. Moi, je découvre en même temps pour l'instant. Je cherche pas à vous cacher qu'il s'est écoulé quelques mois avant que... non seulement que je décide de m'en occuper, mais que je puisse. Elle n'était pas là et j'avais pas le temps. Et voilà, donc c'est maintenant. Je crois qu'il s'est passé quand même 4 ou 5 mois depuis que je l'ai ramené. Et aujourd'hui, en fait, on va chercher à comprendre de quelle manière on va se faire chier. Je veux dire à court ou à long terme. J'avais un doute en entendant tourner ce moteur et ça va changer la manière dont je vais appréhender le projet selon qu'il arrive à prouver qu'il a la santé ou pas. Ceux qui ont vu toutes les vidéos de la chaîne et particulièrement les vieux épisodes auto-bio, ceux qui racontent les histoires des bagnoles que j'ai eues avant que l'aventure de la chaîne débute, savent que j'aime beaucoup les 33. Notamment pour, en fait quasiment exclusivement pour leur moteur parce que le reste est un peu à chier. Un boxeur, donc un 4 à plat. C'est l'heure de répondre au téléphone. Où est-ce que j'en étais? Ouais, je pense que je parlais du boxeur, donc oui, je disais, c'est l'âme de cette voiture, c'est là que réside tout son intérêt. Et aujourd'hui, on va vérifier si ce que j'avais ressenti pendant les démarrages d'essai
se confirme, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il tourne pas bien sur ces 4 cylindres. Alors, à mon avis, c'est soit un gros souci de carburation, soit un gros souci moteur. La première chose qu'on va faire avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est de prendre les compressions. C'est important de faire ça maintenant parce que ça va changer la manière dont je vais arranger le problème de boîte. Parce que j'ai vu que c'était possible de déposer la boîte sans déposer le moteur. Mais si, par malheur, il a pas de compression à un cylindre par exemple, ça n'aurait pas de sens de faire comme ça, il faut tout sortir. Vu la configuration atypique de ce genre de moteur, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc bah voilà, on a de chaque côté nos culasses. Et on va pouvoir prendre nos compressions à partir d'ici, là. On a les câbles de bougie. Pareil de l'autre côté. L'accessibilité est pas mauvaise. Les bougies sont toutes neuves. Souvent, c'est signe que il y avait un souci que les gens ont essayé d'arranger. Et si elle a l'air toujours si neuve que ça, cette bougie, c'est que ils n'ont pas dû l'arranger vu que la bagnole n'a pas vraiment roulé après. Ça tourne légèrement riche. Oh. Ouais. Dans tous les cas, j'avais pas forcément tort en disant qu'il y avait un gros souci de carburation. Bon, les tuyaux de réchauffage, on peut s'en débarrasser. Au moins pour l'instant. De toute façon, ils sont dans un état. Ça aussi, c'est très riche. Donc ouais, en fait, il n'y a qu'un seul cylindre qui tournait à peu près bien réglé et tous les autres sont monstrueusement riches. Bon, maintenant, il faut donc prendre les compressions, mais pour ça, il faut une batterie correcte parce que celle qui est en place, bah, c'est celle qu'il y avait déjà dans la bagnole quand je l'ai achetée. Et autant dire que c'est pas elle qui va nous fournir un bon ampérage. Donc, j'en profite. Topdon, c'est ceux qui m'avaient envoyé la valise de diag que j'utilise tout le temps maintenant. En fait, ce genre de dispositif là, maintenant j'essaye d'en avoir presque dans chaque bagnole parce que déjà ça permet de se dépanner soi-même si jamais on arrive avec une batterie faible. Et puis bon, le nombre de fois on a vu des gens en rade parce qu'ils n'arrivent plus à redémarrer avec ce genre de truc en 2 minutes, c'est plié. Donc merci à eux pour l'envoi gracieux de ce nouvel appareillage. Celui-là il est particulièrement costaud, il y a 24 000 mAh. On pourrait presque transformer cette voiture en véhicule électrique en la faisant tourner qu'au démarreur, branché sur ce booster de batterie. En place, ça booste. La seule chose que j'aurais à reprocher à ce booster, c'est qu'on peut pas le solliciter très longtemps, donc on peut faire des passes de 5 à 10 secondes, pas plus, après il se met à sonner. Ce qui pour une vieille voiture à carbu peut être problématique. Particularité des 33. Bon, l'embrayage il fonctionne plus, donc voilà, rien à faire, mais par contre gaz en grand pour ouvrir le papillon au max. C'est bien d'enlever la vitesse. 8 bars. C'est sans doute pas fabuleux, mais on va mesurer les autres. J'ai déjà été vachement emmerdé par contre avec ça, la fois où j'avais peut-être un peu trop serré au niveau de la culasse et où l'embout partait sans le reste. Et comme il n'y a pas de sipan ni quoi que ce soit, lorsqu'on a un puits de bougie assez profond, bah, on est dans une vraie merde quand ça arrive. Donc ouais, faut faire attention à serrer juste ce qu'il faut. Vaut mieux avoir un bon joint que de chercher à faire l'étanchéité par le filetage. Un peu plus de 9 bars et on va pouvoir passer aux deux autres. Ouais, on a un cylindre de merde là. Clairement pas le genre de valeur qu'on aime lire là-dessus. On va quand même mesurer notre dernier cylindre.
Dommage, à un cylindre près, on n'était pas obligé de tout déposer. Mais là, on va le faire, je crois. Pas génial. Il y a vraiment un bruit bizarre de ce côté. J'aime pas trop ça. Ça pourrait être aussi une soupape qui ferme mal. C'est assez cyclique, hein, ce qui est pas bon signe. Ah ouais, ça change quand même pas grand chose, hein. Je vais laisser une dernière chance à ce moteur avant de se faire exproprier. On va vérifier le jeu aux soupapes. Des fois que sur ce cylindre il n'y a pas un gros souci de réglage. L'avantage avec cette pièce, c'est que du coup, comme la clé est de ce côté-là, c'est pas trop difficile de la faire tourner et de regarder l'arbre à cadre en même temps. Voilà, il est au max. Voilà, c'est comme ça que je voulais le voir. Un petit peu d'huile dans le cylindre. En principe, si on a un souci de segmentation, ça devrait restaurer une partie des compressions. Donc si on en a beaucoup plus au prochain démarrage, c'est qu'on a un souci sur le bas moteur. Ça confirme le souci de segmentation. On est passé de 5 bars à plus de 8 et le moteur tourne super lentement là parce que je suis juste sur la batterie. Donc on est bon pour un bas moteur. Mais pour bien vérifier qu'aucune autre grosse catastrophe nous attend au détour d'un virage, on va quand même tenter d'aller rouler avec, tant bien que mal. Je sais pas pourquoi j'ai pas envisagé ça plus tôt, mais quand on a remorqué la voiture la dernière fois, on avait oublié une vitesse et j'entendais le moteur tourner derrière. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? D'habitude, ça m'arrête pas, le fait de plus avoir d'embrayage. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit tour quand même avant de déposer de la mécanique. Troisième. Elle tourne affreusement bien, mal, elle tourne affreusement. Et je vois rien dehors. Pour ne rien cacher, on va faire freinage pied gauche. Ce rentrage de seconde absolument parfait. Ah ouais, celui-là il est moins parfait par contre. Quel dommage qu'il fonctionne pas correctement ce moteur. Même comme ça c'est drôle. Toujours un bruit merdique, mais ah oui, carrément mieux. Cela dit, c'est pas très bon signe en fait. On est peut-être face à un souci de
de segmentation. C'est là que les choses sérieuses commencent. Malheureusement, heureusement, ça c'est selon, j'ai pas eu tellement souvent l'occasion de refaire entièrement une mécanique. Et là, c'est pas seulement que je vais en avoir l'occasion, mais j'ai pas vraiment le choix. Si, je pourrais acheter un autre moteur, mais ça commence à être difficile à trouver et on sait pas exactement ce qu'on achète. Donc, je pense que c'est une bonne candidate, c'est un moteur très simple. Voilà, c'est un flat 4 avec 8 soupapes, déjà ça fait ça de moins à rôder. Et puis, ouais, c'est quand même de la mécanique très simple normalement. Donc on va s'y mettre, on va commencer notre démontage. Je sais d'avance que le moteur va pas pouvoir sortir par au-dessus. On va sortir le moteur boîte par en dessous. Heureusement, il prend pas beaucoup de place en hauteur. On devrait s'en sortir. Vous l'aurez sans doute compris, j'ai eu quelques problèmes pour déposer l'allumeur. Sérieux? Et le récepteur d'embrayage aussi. Et ce soir-là, j'ai abandonné l'idée de déposer le support du carburateur côté passager. Ce sera une opération pour le lendemain. C'est pas faute d'avoir joué du levier et du marteau, d'avoir fait des allers-retours entre les deux positions que j'arrivais à obtenir, et ça n'a pas été simple du tout. Je vais pas chercher à vous raconter de conneries, hein, ça. J'ai dû y passer 3-4 heures là-dessus. À cause de ce goujon qui avait pourri de rouille là-dedans. Et... je m'en sors bien, j'ai rien cassé. Ah bah merde. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon cliquet là? Ah. Ah merde. Justement en train de me dire qu'il était bien, ce cliquet. Pour le reste, à part les 3 difficultés citées plus tôt, tout s'est plutôt bien passé, surtout sur une voiture aussi ancienne et italienne de surcroît. On regardera ses pneus pour aller sur le circuit, ils sont parfaits. On dirait qu'il y a une petite fuite au niveau du flexible ici, ça c'est mort. De toute façon j'avais remarqué que le train avant était
du genre libertin. Faudra penser à le remplacer celui-là. Ça c'est de la rondelle de grande qualité, hein. Après avoir retiré les tirants avant-prise sur le support inférieur moteur, j'arrive au bout du démontage. C'est le moment d'attaquer la dépose du groupe motopropulseur. C'était sympa en fait. Ça demande un peu de temps pour la dépose, notamment sur les 2-3 trucs qui ont grippé, mais bon, ça se fait bien. Puis c'est petit, ça sort sans souci, sans grosse manœuvre, c'est impeccable. Moteur au sol et débarrassé de tous ses accessoires, vous profitez de sa forme aplatie et de son extrême simplicité. En plus de son caractère croustillant, ce serait sans doute une bonne idée de lui offrir un coup de jet haute pression. Caméra, j'ai déjà vidangé boîte, carter d'huile, moteur, et c'est pas mal. Sur ce bloc, il y a 2 vis facilement accessibles qui permettent de vider le liquide de refroidissement qui serait dans les culasses et dans le bas moteur. Il me reste plus qu'à virer le filtre à huile en espérant que ça m'aidera à un peu moins salir le garage lorsque le moteur sera dedans, parce que c'est quand même l'objectif de ne pas rester dehors. Vraiment, ça va bien les monter. On a quand même viré pas mal de merdier. Il ne reste plus que quelques obstacles avant de pouvoir mettre le moteur dans le garage. Des obstacles motorisés essentiellement.
Voilà, la manœuvre, en plus d'avoir permis un nettoyage du moteur, ça a surtout évité de faire rouler la chèvre dans les graviers, ce qui se passe généralement assez mal. Il nous reste à séparer le boîtier et le moteur pour ensuite tenter la manœuvre délicate de poser le moteur sur le banc moteur. Au premier coup d'œil comme ça, on pourrait avoir la certitude d'avoir devant les yeux un moteur boîte d'une propulsion, mais non, pas du tout. Et là, tout comme moi, vous allez pouvoir remarquer que le mécanisme n'a aucun problème. Donc en fait, le souci de boîte se limitait probablement au récepteur ou à l'émetteur d'embrayage. Encore un diagnostic d'un garage pro qui ne rend pas vraiment hommage à la profession. Oh, fait chier. J'avais déjà coupé les pattes du support de banc moteur pour la Stone et je l'ai fait de nouveau pour la 33. Maintenant, il va falloir réussir à mettre le moteur sur le banc, à bout de bras. Bon, ouais, il y a peut-être une solution moins risquée pour le dos, mais je devais essayer. Déjà trouver le bon centre de gravité pour le positionner correctement. Pas évident. Et avoir les pneus devant les pieds est pas forcément la meilleure des choses à ce moment-là. Bon, j'y suis arrivé, mais j'ai quand même eu l'impression qu'un de mes genoux allait se casser en deux. Et comme ensuite mon dos était super chaud pour continuer ce genre de conneries, ben, j'ai amené de quoi m'occuper. Vous aurez reconnu peut-être l'équilibreuse qui m'a servi notamment à arranger mon problème de jante tordue sur la 325 Ti. Machine que j'ai eu du mal à refaire fonctionner puisqu'il manquait 2-3 accessoires assez difficiles à trouver. J'ai bricolé un truc maintenant, ça a l'air d'aller à peu près. Ma mission dorénavant, trouver les pièces pour refaire ce moteur visiblement à bout de souffle après avoir trouvé ce qui cloche. Un beau challenge vu l'âge du machin, mais je peux compter sur un bon sponsor pour m'aider à y arriver. Rendez-vous donc pour l'épisode suivant, pour la suite de Joyeux Bordel, avec celle-ci, pour vous prouver qu'elle leur valait la peine et que cette caisse plutôt oubliée mérite les feux des projecteurs. Allez, ciao!